à vous toutes. Nous allons laisser quelques secondes pour permettre aux participantes et aux participants de venir nous rejoindre virtuellement. Cette belle journée ensoleillée à partir de Montréal, à tout le moins. Bien, alors si vous me le permettez, je vais d'abord me présenter. Alors bonjour, je suis Stéphane Gervais. Je suis le coordonnateur scientifique au CRIEM, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre 5e événement aujourd'hui de la série Repenser la ville en temps de pandémie. Et aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement donc au tourisme et imaginer le tourisme différemment. C'est notre question aujourd'hui auquel on a la chance d'avoir plusieurs panélistes qui vont partager leurs réflexions, leurs idées autour de cette thématique d'imaginer le tourisme différemment. Alors, un court mot pour vous mentionner que le CRIEM, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, qui est basé à l'Université McGill, a pour objectif donc de stimuler la recherche émergente en études montréalaises et de fédérer également l'ensemble, plusieurs disciplines qui s'intéressent donc à Montréal. Et l'autre partie du mandat du CRIEM, c'est de développer des partenariats et des thématiques et des projets de recherche avec différents partenaires, différents milieux économiques, sociaux, culturels et gouvernementaux à Montréal. Alors, aujourd'hui, on se retrouve virtuellement, mais il est important pour nous de souligner la reconnaissance territoriale et de mentionner que l'Université McGill est un emplacement qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. McGill honore, reconnaît et respecte ces nations à titre d'intendant traditionnel des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Alors, vous me permettrez, et avec grand plaisir, de passer la parole donc aux deux personnes qui vont co-animer cette 5e édition. On aura donc le grand plaisir de pouvoir miser sur Magda Farny, qui est professeure titulaire donc, au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, qui est membre du CRIEM et qui est également membre du collectif du groupe d'histoire de Montréal. Mais je vais d'abord passer la parole à mon collègue et ami, le professeur Daniel Weinstock, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université McGill et qui est également titulaire de la chaire Catherine A. Pearson en société civile et en politique publique. Alors, cher Daniel, je te passe la parole pour lancer cette belle discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane, et merci à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous en cette belle journée ensoleillée. J'espère que certains d'entre vous, vous êtes en mesure de le faire à partir de l'extérieur. Donc, je vais peut-être dire un mot de plus sur la série dans laquelle s'inscrit la rencontre d'aujourd'hui. Au début de la pandémie, on a eu l'idée que le CRIEM pourrait faire œuvre utile en organisant une série d'événements, évidemment virtuels, dans lesquels nous réfléchissons aux impacts qu'ont et qu'auront les pandémies sur les espaces urbains de manière générale et sur Montréal, évidemment, de manière plus particulière. Donc, nous en sommes au 5e événement de l'année. Nous avons eu un premier événement où nous avons, Magda et moi, pris un pas de recul sans invité pour réfléchir un peu aux mutations apportées par la pandémie, par la modification de nos façons de faire sur notre manière de faire la recherche. Se sont suivis des événements sur l'histoire des épidémies et des pandémies à Montréal, sur Montréal, ville nordique, donc l'impact et les défis que les pandémies ont pour des villes dans lesquelles on doit passer une bonne proportion de notre temps à l'intérieur en vertu du climat. Nous avons eu une rencontre sur la transformation causée par la pandémie sur le son et la lumière dans l'espace urbain.
Et j'en oublie un tout d'un coup, il me semble. Je crois que j'en ai oublié un. Mais ça vous donne, au cas où j'en ai oublié un échantillon très représentatif de de cette série de webinaires. Et donc aujourd'hui, comme nous arrivons à l'orée de l'été et des vacances, il est approprié que nous terminions l'année de webinaire en pensant un peu à la transformation occasionnée par la pandémie sur notre manière de penser au tourisme et la manière par laquelle les villes peuvent s'aménager, se réaménager comme lieu de tourisme dans un contexte qui est très différent. Alors, j'ai eu l'honneur et le plaisir tout au long de cette année d'animer cette série avec ma collègue Magda Farny, qui, comme Stéphane le disait, est entre autres choses professeur d'histoire à l'UQAM. Et je vais donc maintenant lui passer la parole pour qu'elle présente nos invités d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous, pour nous aider à réfléchir le tourisme à la fois dans le passé et aujourd'hui et à l'avenir, une historienne et deux spécialistes de l'architecture et de l'aménagement urbain. Alors, je vais présenter les trois panélistes tout de suite en vrac. Ensuite, chacune prendra la parole et interviendra pendant une dizaine de minutes. Par la suite, nous allons échanger entre nous. Daniel et moi aurons sûrement des questions pour nos panélistes. Et par la suite, nous aimerions vous entendre, vous étant notre public. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A, questions et réponses, Q&A, question and answer. Dès que ces questions vous viennent à l'esprit, vous pourriez les inscrire dans le Q&A, puis on les prendra vers la fin de la table ronde aujourd'hui. Alors, notre première intervenante est Nicole Nigby. Nicole est professeure au département d'histoire de St. Mary's University à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où elle enseigne des cours en histoire publique, histoire du tourisme, histoire des cultures populaires et en histoire des femmes. Ses intérêts de recherche ont donné lieu à plusieurs publications portant sur les mouvements étudiants, la commémoration et la promotion touristique au Québec. Dernièrement, elle s'intéresse à l'histoire du divertissement sur scène au 19e siècle en Nouvelle-Écosse. Elle est présentement membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et co-rédactrice de la Revue de la Société historique du Canada. Alors, Nicole nous parlera pendant une dizaine de minutes, pas plus. Elle sera suivie de Jérôme Glad. Jérôme, qui est le cofondateur de La Pépinière, espace collectif, qui est un OBNL créant et gérant des espaces publics qui ravivent les cœurs de quartier. Et donc, depuis presque 7 ans, cet organisme multidisciplinaire a réalisé plus d'une quarantaine de projets de placemaking. On pourrait penser, par exemple, au village au pied de courant, au jardin Gamelin ou encore à la place du marché Atwater, ainsi que de nombreux projets locaux qui sont devenus des cœurs de vie pour les communautés. Issu d'une formation en architecture, Jérôme Glad est convaincu du pouvoir qu'ont ces places de village pour recréer des lieux d'ancrage dans nos villes, pour renforcer la vie de proximité et pour bâtir un meilleur vivre ensemble et briser l'isolement social. L'isolement social qui a été un phénomène très répandu pendant la pandémie et le confinement. Enfin, the last word will go to Nick Luca. Nick Luca, who is an associate professor at McGill School of Architecture and McGill School of Urban Planning. Nick has been involved with the CRIEM since its inception in 2014. He is also an associate member of the Beeler School of the Environment, the Institute of Health and Public Policy, and the Trottier Institute for Sustainability in Engineering and Design. For the past 20 years, Nick has been involved in local communities of practice beyond campus, and he's developed numerous research partnerships with local organizations and actors. His research interests include public spaces, active modes of transportation, such as walking and cycling, residential mobility, representation of urban spaces, cultural mediations, and infrastructure optimization. So the first word will go to Nicole Nigby. Nicole, 5 à 10 minutes, pas plus. OK.
Well, I'd first like to thank the organizers for including me in this panel and pushing me to think of tourism and the pandemic in ways that go beyond how it affected me personally. Now, tourism and great upheavals, in this case, a pandemic, make for a strange pair. Tourism is meant to be an activity we undertake in our leisure time to enjoy ourselves. Having fun in times of crisis can be challenging, for some questionable, if not simply unethical for others. As we have seen with this pandemic, there are many reasons for this. Restrictions imposed on travel by government and public health authorities. Many more people than before can't afford to travel as a result of job loss or illness. Shaming of those who choose to travel, bringing up the ethics of travel. And there is no doubt that tourism this past year has been seriously affected. Commentators of all stripes argue that this has been the most severely affected sector of our economy. Now, I don't plan to go over the pandemic's impact on present-day tourism or to try to predict where tourism is likely to go from here. As my CV makes clear, I'm a historian trained to look back, and certainly the past can offer some useful insights, if only to establish to what extent what we're going through today is new. So I asked myself if in Canada, had we ever been confronted in the past with comparable circumstances? If Canadians had ever had to change their behavior as tourists because of a catastrophic event? If governments had had to intervene to limit leisure travel to the same extent as they have today? And I was forced to conclude that we are truly living in unprecedented times. I'll briefly go over a couple of 20th century catastrophic events to highlight what is truly unique about what is happening to tourism today. Let's take what appears at first glance to be an obvious point of comparison, the great influenza pandemic of 1918-1920, presumably a clear apples to apples comparison. But in fact, that comparison quickly proves unsatisfactory on so many levels. For one, the first two waves of that pandemic occurred in the final year of World War I, at a time when travel had already been interrupted for several years, so therefore difficult to pin travel interruptions on the flu per se. Furthermore, the Spanish flu epidemic also took flight before the emergence of the first wave of mass tourism in Canada, which historians situate roughly in the 1920s, attributable in part to the rise of consumer society, increased affordability of car travel. Tourism in 1918 was still the purview of a minority. In other words, the epidemic wasn't interrupting leisure travel for a large number of people as the pandemic is today. In short, drawing any kind of comparison or insight from what happened to travel during the influenza pandemic to eliminate what is happening now would only push you all to interrupt me to point out how I'm comparing apples and oranges. A more fruitful comparison would be World War II. It affected multiple countries, interrupted and changed the lives of Canadians as a whole in multiple ways. Furthermore, this event took place at a time when tourism was being practiced and developed in ways that are familiar to us today. Canadians from most walks of life by then had developed the assumption that some of their free time would be devoted to travel, and governments were fully invested in the tourism industry. So looking at what happened to tourism during World War II can thus offer some useful points of comparison. This being said, this catastrophic event affected tourism very differently than has the COVID pandemic. Let me first bring out the differences. Well, the greatest difference is that World War II was seen right from the outset by many promoters, entrepreneurs, as a great opportunity to promote tourism, which has obviously not been the case with COVID. And this is because people in North America did not stop traveling during the conflict, and tourism had become too important a source of revenue by the 1940s to be set aside by governments, even in times of war. True, traffic did decrease significantly
as war measures made traveling more challenging, the most obvious restriction being the one placed on cross-Atlantic travel. This affected mostly a wealthier class of Canadians and Americans who would have otherwise taken their holidays in Europe. If disruptive for some, though, for tourism promoters in Canada, this restriction stood out as a unique opportunity to encourage Americans to opt instead for a trip to Canada. And Quebec government promoters felt particularly well positioned in this regard because Americans had always been very much drawn to France. And as one promoter pointed out, the province of Quebec, I quote, is the only corner of French land American tourists can visit without having to cross the seas. And these promoters certainly pulled out all the stops. Indeed, for the first time, the Quebec government actually opened a tourist information center in New York in 1942. And they adapted their slogans and marketing to highlight some aspects of the province that mirrored what American tourists would find in France. For example, foregrounding Quebec's so-called French cuisine, the fact that they would hear French, shopping opportunities, etc. World War II also led Canadian governments to initiate multiple campaigns to encourage their own citizens to travel at home in Canada. And indeed, at home was defined very broadly. At that time, Canadians were not being discouraged from crossing provincial frontiers or encouraged to simply stay at home as they are today. This being said, it's important to note that promoting travel at home in times of war was not a straightforward business proposition. During World War II, travel promoters were keenly aware that this could be controversial to encourage citizens on the home front to enjoy leisure travel, while so many were being asked to make sacrifices both at home and on the battlefield. However, promoters found a way around this by encouraging prospective tourists to view leisure travel as a means to contribute to the war effort. And this they did in Quebec by trying to convince residents that traveling in Quebec would, as one ad put it, and I quote here, afford the physical, moral resistance which will make it possible to fight to the end and win the war. In short, traveling for recreation during times of war would serve therapeutic and patriotic purposes, a form of public health measure, which is in stark contrast to today, when tourists in times of COVID are viewed as potentially dangerous walking viruses and should be contained. Now, let me turn to similarities. While promoters and politicians today are far from encouraging cross-border traveling, nonetheless, since last summer, they have been quick to set up marketing campaigns encouraging Canadians to have staycations and, when deemed safe, to travel in their own province. The other similarities that might prove illuminating for the future are these ones. Indeed, tourism promoters during World War II and those of today have held comparable assumptions. During the war, promoters of all stripes were planning for the post-war future as well, and were very optimistic that the lean war years would create a pent-up desire to travel once the war was over, and it was imperative to prepare that anticipated travel boom. That meant working to encourage prospective tourists to plan for future travel, keep their destinations on the minds of travelers. One could argue that they were right in doing so, because the 1950s, the 1960s did indeed see a travel boom. What is more, those who traveled after the war did so with changed expectations and priorities. Scholars note a greater desire at that time for travel experiences that provided pleasure, opportunities to consume, fed in part by the growing prosperity that followed the war. Listening to commentators today, I'm sure you've noticed, including promoters, we certainly hear very similar assumptions, predictions. Many of them are arguing that the frustrated travelers of today are building up pent-up desire, an urge to travel, and once the pandemic is over, people will want to catch up for lost opportunities.
Furthermore, we're also hearing commentators arguing that post-pandemic travelers may very well have different expectations. We'll be looking for different types of experiences compared to pre-COVID times. To name a few, some predict that we will see a more eco-conscious traveler. Other tourists will want to avoid the previously high traffic destinations for fear of crowds, prefer more isolated destinations in rural areas. Travelers, it is expected, will be giving also much greater importance to safety, cleanliness when determining their destinations. Well, I'm in no way able to confirm that a travel boom will occur or that changing expectations are in store for us. Looking back at tourism during World War II, while bringing out what is truly unique about our circumstances, make it clear that catastrophic events prove to be turning points, and in the field of tourism have brought out significant change. And I would put my money on some significant change being the order of the day for travelers post-pandemic. Thank you. Thank you, Nicole. That's super. I invite members of our audience, if you have questions already, to start typing them into the questions et réponses, Q&A, while we listen to our other two panelists. Et le prochain mot viendra donc de Jérôme Glad. Bonjour tout le monde. Alors, je n'ai pas le contrôle de ma présentation, donc je vais attendre qu'elle apparaisse. Parfait, merci. Donc oui, la pépinière, en fait, Magda a quand même fait une présentation assez très détaillée, donc je n'aurai pas à repasser dans tout ça, mais vraiment, donc oui, la pépinière, on s'attelle à recréer nos cœurs de vie, puis vous allez voir la perspective qu'on met par rapport à ça avec la notion du tourisme. En fait, je me baserai même simplement sur ce que Tourisme Montréal défend beaucoup maintenant. Ils disent eux-mêmes que il faut d'abord bâtir pour les locaux. Et ce qui est bon pour les locaux va, sur le long terme, éventuellement attirer les touristes. Alors, pour notre lance et pour notre vision du futur, on est vraiment en plein là-dedans. Prochaine slide. Ça a déjà été décrit un petit peu, mais on voit des images de nos projets, donc on peut passer déjà à la prochaine. Depuis le début de la pandémie, on s'est vraiment attardé, la pépinière, à essayer de recréer, de réinventer nos milieux de vie, mais d'inviter les gens à voyager au coin de la rue. Puis ce qui s'est passé, c'est que notre rayon vraiment de déplacement a beaucoup réduit, que ce soit pour le tourisme à l'international, mais même aussi par certains moments dans nos propres villes. Donc, on le sait, beaucoup de gens ont été invités à redécouvrir leur proximité, redécouvrir des parcs non valorisés, puis trouver des solutions pour les valoriser. Donc, si on passe à la prochaine slide, on a vraiment l'an passé un peu eu cette idée de recréer comme des cartes postales dans nos villes. Donc, ça, c'est le village au pied du courant, dont on peut voir sur la prochaine slide l'an passé, qui est, à la base, c'est quasiment un gros événement, un gros festival qui s'étale sur 4 mois. Mais l'an passé, au début, on l'avait annulé, puis des résidents ont dit, ben non, on veut notre plage au coin de la rue. Est-ce que vous êtes capable de le faire quand même? Donc, c'est ça qu'on a fait. Prochaine slide, on a aussi notre projet des jardineries au pied du stade olympique. Donc, pareil, on l'a ouvert malgré la pandémie, en adaptant ça, en ayant un volume un peu plus bas de projets, mais on est capable c'est des projets qui peuvent tenir pendant, la COVID. On peut passer au prochain. On a aussi créé des nouveaux projets. Ici, c'est la halle Belle-Rive qu'on peut voir sur l'image d'après aussi. Donc, encore cette idée d'une carte postale puis qui recrée en fait dans l'Est de Montréal une nouvelle halle de marché qui est un nouveau lieu d'ancrage dans ce lieu-là, puis qui cette année va encore grandir et vraiment devenir un cœur de vie d'importance autour d'un marché fermier dans l'Est de l'île, au bord de l'eau à la promenade Belle-Rive. Prochaine image aussi. C'est un projet qu'on ouvre cette année à Pointe-aux-Trembles, qui dans un espace un peu délaissé. Donc, on peut voir sur la prochaine slide, c'est ce lieu qui est à la fois attrayant, mais en même temps assez bétonné ou peu valorisé, qui va accueillir dès cet été, en fait, on le voit là, vraiment au bord de l'eau, une plage urbaine un peu inspirée de Paris-Plage. On peut voir sur la slide d'après
un peu comment, ça c'est un ancien stationnement à la marina de Boucherville, comment simplement avec du sable au bord du Saint-Laurent, on est capable de recréer des paysages de dépaysement au coin de la rue. Puis l'autre aspect de ce projet-ci qui est intéressant et qui fait écho, oui, on peut passer à la prochaine, qui fait écho à la notion de tourisme aussi, c'est que c'est en plus de la plage, on va aussi implanter un kiosque, un nouveau kiosque dans l'espace public. Puis on s'inspire beaucoup, en fait, des camiliennes, les vespasiennes qui avaient été implantées à Montréal, qui, mis dans des parcs, permettent d'activer la vie du lieu. Alors, si on voit aussi à la prochaine slide, on s'inspire beaucoup des kiosques de Lisbonne qui sont un peu devenus l'identité de la ville. Donc, comment on peut recréer ces espaces-là qui, dans nos parcs, deviennent des lieux d'ancrage et vraiment font prendre vie au lieu. Prochaine slide. Donc, on travaille beaucoup, on le voit avec le kiosque de marché à gauche, le kiosque de Lisbonne au centre qu'on va essayer de réinventer, de s'inspirer cet été, puis aussi un projet au Parc La Fontaine, au bord de l'eau, où on va essayer de réinventer aussi le kiosque à musique. Donc, on veut ramener ces éléments identitaires qui, dans des lieux, dans des parcs, deviennent des signaux. Puis pour le touriste, quand on voit Lisbonne, c'est un signal aussi qu'il y a une activité qu'on peut faire, à laquelle on peut prendre part. Donc, comment valoriser nos parcs avec des nouveaux équipements. On travaille aussi, alors ça c'est vraiment un bon exemple, on travaille aussi sur la piétonisation de l'avenue Outremont, de l'avenue Bernard dans Outremont cet été. C'est un magnifique exemple de comment partir d'une avenue commune, elle est belle, mais qu'on connaît, puis de la transformer en un lieu totalement nouveau, en changeant les règles, en permettant aux terrasses de s'étendre et d'être plus grandes. Et puis vraiment la vue de droite, là, on se croirait pas, on se croirait en Europe. Donc, il y a beaucoup de quartiers qui se sont réinventés grâce à ça, grâce aux piétonisations. Donc, c'est un autre outil qu'on a en ce moment pour juste faire. L'an passé, je pense, on était touristes de nos propres villes, on aimait ça, juste aller voir les différentes piétonisations. Puis je pense que ça plus intéressant, encore plus de projets et mieux planifiés. Si on regarde aussi sur la prochaine slide, un peu cette image juste de prendre un parc avec peu d'usage puis d'en faire une grande terrasse. Et il y a plusieurs projets qui vont dans ce sens, que ce soit de nous ou d'autres pour cet été. Et la prochaine, je ne sais plus c'est laquelle. Oh oui, bon. Une conclusion de ça, en fait, c'est que là, j'ai parlé de tourisme, de voyager dans sa propre ville, mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que dans notre pratique, la pépinière, c'est que jadis, chaque communauté avait sa place de village, sa place du marché ou son parvis d'église. Puis quand on va en Europe, c'est ça qu'on visite. On va visiter l'église, puis le marché local, etc. Mais aujourd'hui, puis notamment en Amérique du Nord, nos milieux de vie sont plus diffus, étalés, puis on manque de lieux d'ancrage. Alors, on souhaite vraiment recréer ces lieux d'ancrage, puis au-delà des centres-villes et des cœurs touristiques habituels et traditionnels. Prochaine slide. Ça, c'est un peu, en fait, l'image qu'on a dans les 50 dernières années. Les grands projets qu'on a bâtis dans les villes, c'est l'étalement urbain, c'est les autoroutes, les plus grosses infrastructures qu'on a bâties, c'est ça. Puis c'est pas ça qui à la fois qui va être visité, puis c'est pas ça qui fait du bien pour les locaux nécessairement. On a plutôt fragmenté la ville et tout. Puis nous, on pourvoit l'image beaucoup plus d'une ville de proximité où chaque milieu de vie a son propre intérêt, milieu de vie complet, une vie de communauté forte. Puis à la limite, donc si on a l'image de Montréal, chacun des quartiers a sa propre identité qui est intéressante à parcourir, vraiment au-delà des circuits touristiques du Vieux-Port ou de ceux qu'on connaîtrait traditionnellement. Puis là, sur donc slide d'après. Ça, c'est une réflexion vraiment quand on va parler aussi de la relance ou de bâtir l'héritage de demain. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les années 1930, quand ils ont bâti la relance économique, ils ont beaucoup misé sur créer des choses qui font que les gens sont bien là où ils vivent. On a beaucoup investi dans les bains publics. C'est là qu'ont été créés les deux grands marchés publics de Montréal, marché Jean Talon, marché Atwater, le jardin botanique, l'île Sainte-Hélène, à Québec, non, je ne sais plus, en tout cas, on a créé des grands parcs, des grandes promenades, et on a misé vraiment sur faire que les locaux, les citadins soient bien là où ils vivent. Puis aujourd'hui, c'est pas mal tous les éléments qui sont les plus visités dans nos villes. Donc, si on parle aujourd'hui dans un quartier de créer un nouveau marché public, une nouvelle halle de marché, mais peut-être que cet effort-là, qui va être très bon pour la vitalité de la communauté, dans 20 ans, ça va être le nouveau point de chute de la visite de l'Est de Montréal, etc. Donc vraiment,
les cœurs de ville et les équipements civiques emblématiques peuvent participer à l'héritage de demain et au tourisme de demain. Si on passe à la prochaine slide. Puis là, je vais passer rapidement parce que je suis déjà à 7 minutes là-dessus, mais juste pour parler un peu, nous, de notre recette là, pour faire des espaces publics vivants, c'est que les villes, pour faire les espaces publics, ont ce qu'on appelle la première couche. En fait, ils peuvent investir dans le solide, dans les surfaces minérales, dans le durable, mais qui en même temps n'assurent pas le succès ou la vitalité des lieux. Puis des organismes comme nous là, qui valorisent, qui créent et gèrent des espaces publics, ou par exemple des organismes comme les marchés publics de Montréal, sont capables de créer sur la slide d'après ce qu'on voit qui est la deuxième couche, qui est vraiment la vie des lieux, l'identité locale, le quotidien, les rassemblements, etc. Et slide d'après, je vais la passer celle-ci, mais ouais, en gros, c'est vraiment ce qui crée pour nous un cœur de vie, c'est une diversité d'usages qui assure le succès. Puis aussi, quand on pense tourisme, on va dans un endroit puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? La diversité d'usages, c'est l'idée d'avoir une diversité de choses à faire pour une diversité de publics et qui crée un espace public qui n'est pas monofonctionnel ou comme une monoculture qui va être activée quand il y a un gros événement, puis le reste du temps, il n'y a rien, mais qui va pouvoir être effervescent en tout temps, le jour du marché, le jour simplement avec les terrasses de café, les Biergarten en Allemagne, toutes ces choses-là. Bon, je passe rapidement, mais c'est ça, on réfléchit beaucoup les espaces publics comme le quotidien, le rendez-vous hebdomadaire et les grands rendez-vous saisonniers, plutôt que de juste penser grands événements. Puis là, on peut passer juste sur la fin, slide après slide, pour montrer les avant-après justement de l'activation de la deuxième couche dans nos espaces publics. Donc vraiment, c'est quelque chose pour nous qui est très, très concret et qui, avec peu d'éléments, peu d'éléments, peu d'interventions, permet vraiment de créer des destinations, comme on le voit ici au Jardin Gamelin, et de faire un travail complémentaire à tout le travail d'infrastructure que font les villes. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que des organismes de gestion d'espace public comme nous, c'est une vision dynamique de l'espace public. C'est qu'il y a des gens qui opèrent les lieux, il y a des gérants de parcs, il y a des gérants de sites. C'est comme chaque projet est un micro-projet d'économie sociale. Et donc, on crée de l'emploi. Et on crée de l'emploi au service de la relance, on crée de l'emploi touristique aussi. On a beaucoup d'employés de nos sites, voilà, c'est la dernière slide, qui viennent du milieu du tourisme ou de l'ITHQ. Alors, il y a vraiment un lien à faire. Et puis finalement, ces gens qui travaillent dans les cœurs de ville, dans les cœurs de quartier, travaillent aussi à l'accueil du monde et à faire qu'on ait des espaces vivants et humains. Puis bon, en résumé, là-dessus, le point principal, c'est le dernier pour cette conférence, c'est vraiment que pour nous, ces espaces qui à la fois vont être bons pour les locaux, peuvent en même temps contribuer à diminuer le risque de dévitalisation post-Covid, surtout dans un contexte urbain où les villes ont beaucoup été touchées, les gens veulent plus d'espace, mais ces projets peuvent vraiment créer un meilleur sentiment d'appartenance, un meilleur sentiment d'attachement aux lieux, au quartier, aux communautés, puis donner un élan de renouveau, de renouvellement et puis de fierté qui, à long terme, va aussi bâtir les lieux de demain qu'on voudra visiter pour un tourisme plus authentique à la découverte de la vraie vie des locaux. Je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, c'est super. Alors, je vois que les questions ou des questions commencent à apparaître dans le clavardage, le Q&R. Alors, j'encourage notre public à inscrire ces questions sans plus tarder. Et en attendant d'autres questions, nous allons enchaîner avec le troisième participant, Nick Lucas. Très bien. Merci beaucoup, Magda. Et merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment un plaisir de partager l'espace avec les deux invités, avec Nicole et Jérôme. Je vais m'expliquer un petit peu. Je suis un professeur en architecture et en urbanisme, mais dans une vie avant l'Université McGill, j'étais à l'Université de Toronto et j'ai donné là un cours qui portait sur le tourisme et sur le développement parce que j'étais dans un département de géographie. Parmi d'autres choses, parce que j'ai fait mon doctorat en géographie culturelle, avec un intérêt particulier pour le périurbain. Et je vais parler donc aujourd'hui du fait que le tourisme en pleine transformation en ce moment de pandémie nous invite de penser à des fluxus ou à des changements du centre-ville au périurbain, puisque les frontières internationales et parfois entre les provinces même sont fermées.
On a évidemment le changement que mes collègues viennent de discuter, fait que les gens voyagent en région, etc. Et le fait que les gens découvrent leur quartier, leur ville, la région métropolitaine, etc. Donc, je vais souligner quelques points, je pense, qui sont très importants. Des fois, pour articuler une problématique à laquelle il faut vraiment réfléchir, mais aussi pour souligner les opportunités et les possibilités qui nous sont présentées avec les mutations actuellement. Alors, je vais parler des faits indiscutables aux faits discutés pour emprunter les bons mots de M. Bruno Latour et souligner 3 patterns que l'on voit en ce moment avec le tourisme qui nous préoccupent, que l'on soit un citoyen, que l'on soit architecte, urbaniste, policy maker ou autre. Je vais nous rappeler un peu des impacts du tourisme qui ne sont pas toujours positifs. On voit très souvent que le tourisme encourage une telle exclusion, gentrification, le spectacle plutôt que le réel, et parfois une normalisation des pratiques sociales qui sont peut-être plutôt axées sur la consommation et justement l'exploitation des lieux. Mais je pense que, comme par exemple Nicole a souligné au début, il y a des réflexions qui se font par monsieur, madame, tout le monde, par chacun de nous individuellement, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pratiquer un tourisme qui est moins pesant, qui va porter les impacts positifs pour les territoires d'accueil maintenant, ainsi que pour nous autres, les touristes. Mes propos sont basés, je vais vous avouer, dans une perspective de comment les acteurs, les parties prenantes professionnelles, comme les architectes, les gens qui travaillent en aménagement, mais aussi les gens qui gèrent les espaces urbains, les décideurs. Comment on travaille avec les espaces urbains, suburbains, périurbains, à la fois les espaces publics et les territoires, les espaces privés, parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui portent sur les déplacements. Historiquement, le fait que lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'État a déjà encouragé les gens de se balader ou de se déplacer, de découvrir les régions, incluait à l'époque la création des parcs nationaux et régionaux, mais la vente des terres à grande échelle pour encourager une espèce de tourisme qui est plutôt un tourisme résidentiel, c'est-à-dire via les chalets, les cottages, les maisons secondaires. Et c'était particulièrement prononcé en Ontario et au Québec et ailleurs au Canada. On peut parler du quartier des spectacles comme un bel exemple d'une première préoccupation, un premier pattern qui se dessine depuis des décennies, c'est-à-dire le tourisme dans le centre-ville, le fait de descendre en ville pour découvrir et profiter de ce que l'on peut y retrouver. À Montréal, c'est bien connu que c'est une ville avec des festivals et on a beaucoup lamenté le fait qu'on a perdu les foules et les atouts qui viennent sur le plan économique avec les foules pour les festivals. Et il faut souligner que Montréal, depuis quelques temps, ça c'est une capture d'écran des années 90 ou début des années 2000, où on a souligné le fait que le Montréal et l'esprit festif, c'est du tricoté serré. Donc, on a beaucoup misé sur l'idée d'attirer les gens d'ailleurs, des grandes distances et de la région métropolitaine pour profiter des activités des festivals. D'où l'initiative Quartier des spectacles. Mais ce qui est intéressant avec les quartiers des spectacles et ce qui représente, à mon avis, une mutation importante dans le sens positif, c'est que le Quartier des spectacles, c'était aussi conçu pour les gens de Montréal et pour encourager l'effervescence culturelle, etc. Donc, on peut le critiquer, mais c'est basé sur un partenariat entre les sociétés civiles et l'État avec la participation, mettons, active des promoteurs
et du secteur privé. Donc, j'ai parlé dans une publication avec des étudiants ou des diplômés maintenant d'un urbanisme des possibles dans le quartier des spectacles. C'est-à-dire que le tourisme nous aide à rêver et de discuter l'avenir que nous vivons, la ville que nous voulons pour tous et toutes. Donc, le premier constat, c'est vraiment City Centers as Spaces for Play. C'est bien développé comme démarche. Ça porte sur placemaking et l'encouragement de tourisme, etc., dans les quartiers centraux. L'idée, c'est qu'inviter des gens pour profiter des plaisirs de la vie urbaine. Ça parfois des interventions un peu bizarres. Le cas de Dundas Square, Toronto, est fort intéressant à cet égard parce que c'est un exemple de ce que l'on appelle la commodification des espaces publics pour rendre ça plus rentable aux promoteurs privés, un peu modelé sur le Times Square à New York City. Donc, il faut parfois poser des questions un peu critiques à savoir qu'est-ce qu'on cherche à accomplir pour la société avec une telle démarche. Et ce genre de critique a été bien développé lors des années 90 et 2000, etc. Nous travaillons actuellement, je pense, à Montréal, ayant appris les leçons, mettons, de ce genre d'intervention en misant sur la possibilité de créer des espaces pour tous et toutes avec la réflexion, notamment, par exemple, actuellement, de la rue Sainte-Catherine à Ouest et le fait de conjuguer les pop-up que l'on trouve ici avec les activités de commerce et de détente, etc. Deuxième chose que je veux souligner, c'est le fait que le périurbain est devenu beaucoup plus important, au moins sur le plan représentationnel, mettons. Dans le sens que la peur d'une pandémie, le fait que c'est diffusé par la proximité physique, encourage les gens avec des moyens, les gens les plus nantis, de profiter du fait qu'on peut fuir la ville et s'établir soit en banlieue, soit en milieu périurbain. Donc, il y a beaucoup de questionnements et ça, c'est une autre façon que l'histoire se répète. Donc, on voit qu'au début du 20e siècle, quand Nicole a souligné, Jérôme aussi, on a eu beaucoup de promotions pour le tourisme en région, que ce soit en Ontario à gauche ou sur le lac Champlain, ici à droite. Ce n'est pas coïncidence. Ce genre de grand établissement, le Royal Muskoka Hotel ici, était pas loin sur le plan typologique et sur le plan des intentions des grandes centres de refuge contre la tuberculose, par exemple. Et ça a encouragé une espèce de tourisme résidentiel qui continue jusqu'à nos jours. Il s'agit, à mon avis, de ce qu'on appelle une néo-urbanisation ou une néo-counter-urbanisation, c'est-à-dire qu'on se déplace de manière touristique, mais avec nos maisons et avec nos biens. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent une source de polarisation sociale parce que ce n'est pas tout le monde qui a un accès à ces espaces. La dernière chose que je veux souligner, il me reste juste une minute avant que j'achève les 10 minutes, qui m'a été accordé, c'est l'idée de faire le tourisme sur le plan local et le réinvestissement dont Jérôme a parlé, des espaces de proximité, de redécouvrir les milieux de vie touristiques. Le risque est évidemment comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on crée des espaces ou des équipements qui sont que pour le tourisme et pas forcément pour les gens du quartier. L'exemple que je montre ici est intéressant parce que c'est un des rares exemples où on peut s'asseoir en milieu public sans avoir acheté quelque chose comme un café ou un verre de vin. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Voilà, je pense que je vais terminer là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup de questions qui se posent, dont notamment, je vois dans le chat, la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec la possibilité de surpopulation des parcs centraux. Mais je vais céder la parole à nos animateurs. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Nick. Alors, nous allons prendre un peu de temps pour des questions, des échanges entre nous avant d'ouvrir justement aux questions provenant du public. Daniel, aimerais-tu commencer? As-tu des questions à poser à nos panélistes? Oui, j'en aurais beaucoup. Okay. Je ne vais pas monopoliser le temps. Par contre, je vais peut-être commencer une question qui est probablement dirigée principalement pour Jérôme.
mais à laquelle Nicole et Nick, je suis sûr que vous aurez des choses à dire. Et ma question, ma préoccupation, disons, a trait à ce qu'on pourrait voir comme étant de possibles effets contre-productifs, effets pervers que pourrait avoir la stratégie, disons, de miser sur la réanimation des cœurs de quartier comme une sorte de stratégie de tourisme qui est que, et je ne sais pas s'il y a des exemples, les exemples auxquels je pense sont des exemples du genre de phénomène dont vous parlez ou des contre-exemples, mais la préoccupation, c'est que certains de ces projets deviennent tellement populaires, hein, que les gens qui sont de l'extérieur du quartier viennent à dominer en quelque sorte de manière qui rend le quartier invivable pour les locaux, créer des incitatifs pervers qui font de sorte que, disons, les commerces de proximité commencent à s'adresser davantage et à miser davantage sur les gens qui viennent de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. L'exemple cauchemar, disons, que j'ai à l'esprit, c'est quelque chose comme Williamsburg à Brooklyn. Alors, je me demandais s'il y avait dans vos stratégies des garde-fous, disons, auxquels vous avez pensé auparavant, qui pourraient éviter ce genre de situation. Et encore une fois, c'est la présentation de Jérôme qui a suscité cette réflexion. Mais dès qu'on pense, disons, à la réorientation du tourisme sur le local, et donc je pense qu'à la fois Nick et Nicole pourraient avoir des choses à dire, cette question-là doit nous trotter dans la tête, comme on dit. Ouais, c'est fascinant parce que c'est le nerf de la guerre, là, vraiment. Là. Puis je pense que c'est toute une balance là, que je pense même pas qu'on aurait la réponse, là, mais plusieurs éléments que je vais essayer de noter. Mais tu sais, ça me fait penser à la piétonisation de la rue Prince-Arthur, qui au début était pour les locaux. C'était très artsy, c'était très business, commerce locaux. Puis après ça, c'est devenu des restaurants de chaîne qui faisaient venir les gens de l'extérieur. Puis finalement, ça a perdu son âme et tout. Puis c'est sûr qu'il y a les dynamiques dans la ville, là, puis même, tu sais, le Myland a été quelque chose et est en train de devenir autre chose. Donc, il y a des dynamiques là qu'on ne contrôle pas. Je pense que la base, c'est vraiment bâtir pour les locaux. Tu sais, cette idée de qu'est-ce qui... Puis même encore une fois, Tourisme Montréal, pour les reciter, je sais qu'ils ont des métriques pour investir dans des projets qui génèrent de l'hôtelier, de la nuitée. Mais en même temps, ils veulent de plus en plus investir dans ce qui va être bon pour les locaux. Puis peut-être dans 10 ans, 15 ans, on va générer des nuitées et tout ça. Je pense qu'il y a une question d'échelle. Souvent, j'aime bien comparer un peu à l'échelle d'un petit village en région. Un petit village en région, c'est facile de comprendre qu'il y a peut-être des gens qui passent sur la 132 à côté, mais si le monde ne s'arrête pas, ben, il n'y a pas de développement économique. Comment ils peuvent utiliser ce passage pour faire leur développement économique de leur communauté, puis en même temps que ça ne devienne pas trop, parce que sinon ils se dépossèdent de leur communauté, puis ils deviennent un village Disneyland. Fait que c'est toute une question de balance, mais je pense que c'est aussi la notion, en gros actuellement, là, c'est un peu, à Montréal, là, le constat qui se faisait, c'est qu'il y a comme des quartiers entiers, enfin des portions de ville entières qui sont pour les touristes, où les Montréalais ont même plus de sentiment d'appartenance, exemple le Vieux-Port. Puis à côté de ça, il y a plein de beautés magnifiques qui font la réputation de Montréal comme une ville de la qualité de vie, mais les touristes ils ne savent pas comment y aller, ils ne savent pas où aller. Donc, il y a le mot un peu excubation qui était sorti encore une fois par Tourisme Montréal. Comment on peut, plutôt que incuber juste dans un endroit, j'espère que je vais bien maîtriser le terme, on peut sortir un peu des sentiers battus, puis faire que la bonne touche, sans que ça devienne du tourisme de masse, là, mais la bonne touche de telle clientèle de touristes vont aller dans tel ou tel quartier, puis ça va être bon pour les commerces locaux qui sont des choses qui sont bonnes pour les locaux avant tout. Bon, et puis on le voit, ils essayent beaucoup de faire ça avec Verdun aussi en ce moment, avec le festival de jazz qui a été dans Verdun. Et si on compare le festival de jazz de Montréal au festival de jazz de Copenhague, puis après ça, je vais m'arrêter parce qu'il y a trop de facettes à cette question, mais à Copenhague, le festival de jazz, c'est dans toute la ville. C'est un gros festival qui va aider plein de petites salles dans les quartiers, puis c'est très bon pour l'écosystème global.
Alors, je pense que c'est un peu comment on peut avoir cette balance d'un tourisme qui est bon pour l'écosystème global de la petite entreprise et pas juste avoir des grosses entreprises ou des gros lieux qui accueillent les touristes. Mais c'est une balance, c'est d'une complexité très grande. Je cède la parole à Nick parce que je crois que Nick aurait peut-être plus. Je pense que c'est une question super importante, Daniel. Et je pense que Jérôme, tu as mis le doigt sur la réponse le plus important. C'est une question de balance, d'équilibre, de monitoring et de gestion dans le fond. Donc, c'est vraiment une responsabilité à la fois de l'État et de la société civile de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer que le tourisme ne dépasse ou ne devient le seule activité ou l'activité dominante qui a lieu. Je pense que c'est aussi important, et c'est toujours c'est une grande préoccupation en études touristiques. Le tourism management, c'est une grande question. Et il y a ce que l'on appelle le paradoxe du tourisme, c'est-à-dire que si la destination, mettons, le lieu qui attire les gens est trop réussit trop, ça va se détruire. Disons que ça devient trop encombré par des gens, ça devient tacky, ça devient Disneyland, ça devient un tourist trap, comme on dit en anglais. J'aimerais juste noter que le contraire est aussi un enjeu. Et des fois, c'est encore plus un enjeu. C'est le fait que les espaces qui sont attirants, qui sont intéressants, notamment les lieux de villégiature, deviennent très exclusifs et exclusionnaires et devient ce que l'on appelle souvent en économie urbaine des club goods, c'est-à-dire ils sont limités pour les membres d'un club et souvent c'est le revenu ou le disposable income qui définissent qu'est-ce que c'est qui mérite d'être membre d'un club. Donc, le fait d'ouvrir, c'est sûr que ça crée des possibilités de surcharge ou de mutation négative. Mais la tendance est souvent le contraire, que les espaces intéressants deviennent protégés par un système qui est la société civile, mais avec son mauvais visage, mettons, son visage méchant. Donc, bien sûr, une question d'équilibre et de balance. J'ai peut-être un tout petit point sur les mécanismes, je pense, Daniel, puis c'est quelque chose qui vient de me venir. Mais en gros, si on pense à un de nos projets, là, qui est devenu quasiment un peu trop gros pour nous, là, c'est le village au pied du courant. Puis à un certain point, on est quasiment dépossédé de ce projet-là parce que son modèle d'affaires fait que ça doit être gros. Et dans un milieu, puis si on regarde, ça nous a surpris que les locaux voulaient vraiment leur plage au coin de la rue parce que des fois, on était comme, est-ce que le projet connecte avec le quartier? Il connecte quand même, mais il y a des fois des frictions. Mais je pense qu'une des bases, c'est que maintenant, nos projets de cœur de vie, vraiment, on travaille un modèle d'affaires, on va dire, à échelle humaine, à échelle du milieu. Et ça, c'est vraiment important pour faire que… Parce que si on a trop d'attentes de revenus, à un moment donné, ben là, peut-être que là, on va tourner dans le dark side du tourisme. J'aurais une question liée aux aspects identitaires, en fait, de la promotion touristique. Puis c'est une question qui s'inspire de la présentation de Nicole, mais je pense que c'est une question qui s'adresse à vous trois. En fait, Nicole, j'ai trouvé fascinant dans ton exposé le fait que les promoteurs québécois, notamment l'État québécois, le gouvernement québécois, a décidé de miser sur l'héritage français du Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un effort pour attirer les touristes américains. Alors, en écoutant les deux autres, je me suis dit, bon, alors là, on mise sur quoi au juste? Y a-t-il des aspects identitaires? Jérôme, vous avez évoqué Lisbonne, Paris, Copenhague tout dernièrement, donc des villes européennes. Est-ce que ces efforts de bâtir du tourisme local, de miser sur le local, sur la ville, soulignent ou font ressortir certains aspects identitaires plutôt que d'autres? Est-ce qu'on se présente, c'est Montréal, ville nord-américaine, Montréal, au contraire, ville européenne face aux États-Unis? Comment ça se joue aujourd'hui? Je vais essayer de faire court, peut-être pour commencer, mais ouais, il y a le côté inspiration européenne que Montréal avait, là, mais comme si on n'avait plus parce qu'on fait beaucoup d'espaces publics très fonctionnels. Bon, on essaie de ramener ça, mais Montréal, c'est pas l'Europe. Moi, je pense que c'est beaucoup, il y a trois choses. Il y a la qualité de vie des quartiers. C'est vraiment les quartiers montréalais, je pense que c'est très fort. Il y a la culture, que ce soit pas juste dans des lieux centraux. Je pense que
il y a vraiment de la culture et des artistes dans chaque quartier qui peuvent être mis de l'avant. Et mon Dieu, j'ai perdu mon 3e point, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant d'ouvrir la porte à d'autres, que vous avez envie de vous poser les uns aux autres, des commentaires, des remarques. J'en aurais une, en fait. Ça se dirige avec 2 collègues, parce que là, vous avez parlé de projets de créer des espaces vivants dans la ville, et ça remonte à bien avant la COVID. Et je me demande si la COVID, parce que cette peur que les gens, on ne sait pas encore, mais on dit que les touristes vont peut-être être plus craintifs de se retrouver justement dans des milieux où il y a beaucoup de monde, etc. Est-ce que ça vous a obligé à changer votre façon de penser à comment créer ces nouveaux espaces? La COVID, c'est-à-dire. Peux-tu aller, Jérôme? Vas-y. Ah ben c'est d'accord. Bon, mais nous, on a toujours pensé les espaces comme plutôt que plein de monde au même moment, dans le même endroit, plus étalés, puis des lieux vivants en continu. Et c'est pour ça que nos lieux, ils ont été résilients face à la COVID, puis ils ont pu continuer à exister. Parce que le modèle d'affaires, justement, encore une fois, de nos lieux était adapté à ça. Et puis, il y a aussi le fait que, on l'a vu là, l'an passé, l'été passé, il y a eu jusqu'à 300% de plus de fréquentation des parcs. C'est majeur. Puis nous, notre travail, ce qu'on fait dans la vie, c'est passer d'un parc plate à un parc qui va être attirant. Et donc, notre objectif dans la vie, c'est augmenter de 300% la fréquentation d'un parc. Là, la COVID l'a fait elle-même. Donc, il y a une question par rapport à ça, qui est comment gérer ça. En ce moment, le fait qu'il y ait trop plein de gens dans les parcs. En même temps, on l'a vu encore en fin de semaine. Puis les parcs sont sales. Là. Il y a de la gestion de déchets à faire, là, mais en même temps, ça fait pas augmenter la courbe quand les gens se rencontrent à l'extérieur. C'est un autre débat, là, mais on n'y reviendra pas. Mais moi, la question que je me poserais, c'est comment s'assurer qu'après la pandémie, on arrive à garder nos parcs vivants, on arrive à garder l'intérêt des locaux pour leurs parcs locaux et pas que leur intérêt s'en aille tout à juste voyager en dehors de Montréal ou du pays, parce qu'en fait, on a un déficit touristique au Québec. En hiver, le monde, il quitte, il ne consomme pas localement. Fait que, si on arrive à renforcer l'attrait de juste les Québécois à rester à Montréal, à rester au Québec, bon, c'est une forme de gain touristique qu'on ferait. Donc, valoriser notre hiver aussi, ce serait très gagnant. Je pense que on le voit, les espaces qu'on fait, les gens ont envie de rester la fin de semaine dans leur quartier parce qu'ils savent qu'il va y avoir de la vie, qu'ils vont croiser leurs voisins. Donc, si on n'a pas le réflexe de « dès que j'ai du temps libre, je quitte la ville », parce que j'aime les espaces dans mon quartier, on fait des gains. Je suis en accord et c'est une très belle question, une question fort intéressante parce que je suis convaincu que ça va prendre des années de reprendre comment interagir, d'être à proximité et qui va être un angle, au moins pour une partie de la population, c'est-à-dire une crainte d'être trop collés les uns sur les autres. On a eu une règle, dans le sens non écrit, pour la gestion, le design des espaces publics ou des espaces communs, c'est qu'il faut traiter comme un cocktail party. Il faut avoir pas assez d'espace. Sinon, on va finir avec quelque chose qui est comme une danse au début du secondaire, où les gars sont collés sur un mur, les filles sont collées sur les autres murs, les gender fluids sont un peu au milieu, comme qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça, c'est une grande question pour moi qui est super intéressante parce que je pense que les gens, on le voit, comme Jérôme a mentionné, comme a été soulevé par la personne dans le chat, que les gens cherchent à être dans les parcs. Le défi, ça va être de garder ou de conserver la fréquentation, mettons, de ces espaces-là. Mais je pense que c'est aussi un phénomène qui se gère de manière presque automatique. Je fais des études détaillées sur le champ des possibles à Montréal en ce moment. Et ce qu'on a remarqué l'été passé, c'est que les espaces n'étaient pas trop achalandés. Il n'y avait pas trop de monde. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans l'infrastructure sociale et matérielle du lieu. Et ça, c'est une des raisons qu'il faut vraiment, comme Jérôme mentionne, je pense, travailler sur les deux registres, sur les deux plans, c'est-à-dire travailler le matériel,
mais aussi travailler l'animation. Mais ça reste à voir parce que l'enjeu, je pense que ça va être le fait que le périurbain est devenu de plus en plus important et que les gens ont comme quitté la ville et par exemple, on parle de la perte d'achalandage pour les transports en commun. C'est là où on va avoir souvent des problèmes. Le fait de prendre le métro pour aller à assister à un spectacle, ça, c'est quelque chose qui va peut-être poser un problème. Mais on verra. Dans quelle mesure est-ce que, je me permets de continuer un peu sur la même voie, vous avez, Nick vient de s'attaquer, quoique il y aura encore des choses à dire, à la question qui a été posée dans le chat par Marie Bourbeau sur la surpopulation de certains parcs qu'on voit. On a parlé de fragiles équilibres, les équilibres qui feront de sorte que des quartiers qu'on a cherché à dynamiser vont devenir en fait tellement dynamiques qu'ils deviendront victimes de leur propre succès en quelque sorte. On a parlé de parcs où il y a un équilibre à atteindre entre toutes sortes de choses, trop peu de gens, trop de gens. Dans quelle mesure est-ce que ces fragiles équilibres dépendent de gestes gouvernementaux? Que ce soit au palier municipal ou même à d'autres paliers. Je vais vous donner un exemple trivial, mais il me semble pas du trivial du tout quand on le regarde plus profondément. Lors d'une de nos autres webinaires, un des intervenants, Nick, tu t'en souviens peut-être, qui était à Vancouver, a fait une remarque en passant qui n'était pas le cœur de son intervention, où il disait vous, à Montréal, vous rigolerez sans doute de nous à Vancouver, mais on vient seulement, je ne sais pas si c'était de permettre la consommation de l'alcool dans les parcs. Et quelqu'un l'a tout de suite repris pour dire ben, la consommation d'alcool dans les parcs est toujours illégale à Montréal. Bon, évidemment, alors, il y a toutes sortes de... Est-ce qu'on devrait, sous certaines conditions, pour que les gens habitent davantage les parcs pour vivre des moments festifs, plutôt que de rentrer chacun les uns chez les autres, où potentiellement les risques d'infection sont plus grands, même dans une période qui est post la période, disons, aiguë là, de la pandémie. Est-ce que ce sont des petits gestes comme ceux-là, qui pourraient avoir un impact, disons, sur le maintien de ces équilibres, ou faut-il que ce soit en quelque sorte le marché qui s'en occupe? J'ai vu maintenant qu'il y a des restaurants qui livrent dans les parcs avec les applications de commande. On peut dire, je suis à tel endroit dans le parc La Fontaine, et puis, donc, plus l'État, plus le marché, un mix des deux, comment vous voyez ça? Encore une fois, c'est tellement intéressant ces questions-là. Il y a un exemple très concret de ça, puis peut-être que ça va rejoindre ce que tu disais, Daniel, aussi au début. Si on regarde dans nos références de quand on va en Europe, là, souvent on tombe sur la rue gourmande, la rue des bars, la rue des cafés. Puis ici, on est vraiment à l'inverse. On est plutôt dans une culture où en fait, il y a un contingentement sur les rues commerciales là, avec des distances entre. Tu n'as pas le droit d'avoir, Nick, tu le sais peut-être mieux que moi, là, mais genre, tu n'as pas le droit d'avoir moins de 300 mètres des fois entre deux bars, exemple sur l'avenue Mont-Royal. Et ça, à la fois, ça vient d'un côté un peu la culture québécoise qui est de hey non, s'il y a un bar à côté de moi, ça va faire de la concurrence. Ce qui en soi est faux, parce qu'au contraire, s'il y a un bar à côté de toi, ça devient une destination. Peut-être la question du stationnement aussi, ouais. Mais en même temps, ça peut avoir l'effet positif de contrer la perversité que t'emmène, Daniel, qui est, ben, en fait, ce qui s'est passé sur la rue, pas du Lutte, en tout cas, mon Dieu, la rue Prince-Arthur, qui est devenue une rue de restaurants, puis des restaurants un peu de chaînes qui étaient là à la mode dans les années 90, mais plus après. Donc, c'est sûr que là-dessus, le gouvernement est très peu permissif à Montréal là-dessus, mais peut-être que ça a évité certaines rues de devenir juste des rues de bars touristiques façon le centre-ville de Barcelone, puis c'est plus vivable pour les locaux. On a peut-être gardé une balance avec plus de commerce de proximité sur des artères qui sont quand même dans des quartiers centraux, comme je viens de le citer,
par exemple, Mont-Royal. Donc, ça, c'est peut-être un élément de réponse. Puis en même temps, je n'ai pas la réponse de qu'est-ce qui est bien ou pas, là, mais on voit vraiment deux cultures différentes. Pour les parcs, bah là, ça c'est clair, c'est un long débat, la permission de la vente d'alcool. En tout cas, ce qu'on voit, nous, dans notre pratique, c'est il y a des cracks au niveau des règlements là, puis, tu sais, nous, on arrive à finalement créer, on va dire, des Biergarten, là, des grandes buvettes à ciel ouvert, mais dans un règlement qui n'existe pas vraiment, là, qui est en fait un permis événementiel. Le gouvernement est en train de faire évoluer ça, mais on ne sait pas où ça en est. Puis, en même temps, ce qu'on voit, les gens, quand ils viennent dans nos espaces, c'est: «Hey, je peux m'asseoir, prendre un verre, puis mes enfants jouent à côté, puis tout le monde partage le même espace». C'est le fun versus normalement la société telle qu'elle est sous la loi ici, c'est l'aire de jeu 2-5 ans, ta terrasse de restaurant ou ton bar plus tard, plus loin, puis tu n'as pas le droit d'y aller avec les moins de 18 ans. Fait que, tu sais, tout est très séparé. Et pourquoi, par exemple, dans les régions, ce qui est très populaire, c'est les microbrasseries? Parce que le microbrasserie, c'est l'endroit où tu as aucune restriction de taille de terrasse. Tu es un bar, tu vends de l'alcool, mais tu peux venir avec les enfants, puis c'est très, très, très familial. Puis dans certains cas, c'est même les cœurs de communauté. Fait que oui, il y a toute une question sur les réglementations. Je donne des exemples, mais je ne donne pas d'éléments de réponse non plus à ta grande question là, qui est super pertinente. Moi, je vais me permettre de rajouter, oui, c'est exactement ça. C'est une question de gestion de temps, de temporalité aussi. Je pense qu'une des façons de s'assurer qu'il n'y a pas une surcharge, c'est de permettre que certaines activités ou certaines concentrations d'activités à des tels moments, jour et nuit. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté beaucoup et on a beaucoup appris avec le quartier des spectacles. Par exemple, comment est-ce qu'on peut minimiser les impacts néfastes pour les gens qui vivent dans le milieu, etc. Mais le défi, c'est de ne pas exercer le pouvoir policier de l'État en contrôlant l'accès ou en faisant circuler les policiers pour dire vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit. Un des aspects qui est intéressant comme réponse, c'est créer des espaces comme des Biergarten où on peut contrôler le nombre de personnes qui sont là à un tel moment. Mais évidemment, ça retombe sur la question de insider-outside, de club goods, etc. J'ai mentionné le stationnement parce que c'est un bel exemple. Souvent, les municipalités gèrent le stationnement pour effectivement contrôler le nombre de restaurants. Donc, ils se disent, s'il y a déjà un resto, il y a déjà une brasserie, quelque chose comme ça, il faut qu'il y ait comme 10 ou 15 cases de stationnement en rayonnement de 100 mètres, quelque chose. Évidemment, ça ne joue pas bien si on veut décourager l'être au volant en état inébrié, mais je pense que c'est une question de créer une multiplicité aussi d'attractions ou de destinations pour que de tels espaces ne deviennent pas trop saturés. Et que les gens se distribuent, comme est mentionné, par exemple, l'idée d'avoir des pocket parks. 5 pocket parks de 100 mètres carrés chacun sont beaucoup plus intéressants qu'un grand parc avec une surface de 5 hectares dans la plupart des quartiers, que ce soit urbain ou suburbain. Alors, nous avons une question dans le chat. Magda, avais-tu d'autres questions que tu voulais poser avant que… Mais moi j'en aurais une, mais allons peut-être avec la question dans le chat et ensuite je poserai la Tu mienne. reviendras. Alors, la question nous vient de Nicolas Vincent. À quel point est-ce que la création des espaces dont vous discutez passe par la création d'infrastructures permanentes ou semi-permanentes? À titre d'exemple, Radio-Canada rapportait ce matin, c'est vrai, je lisais le même billet, que l'infrastructure sanitaire des parcs de Montréal était vastement insuffisante pour l'utilisation covidienne de ceux-ci. Jérôme en a touché un mot dans sa présentation, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose de plus général à dire sur le fait que nous devons passer, disons, de ce qui est un peu l'utilisation spontanée de ces espaces à quelque chose qui est plus pensé, organisé et peut-être davantage coulé dans l'infrastructure. Alors, encore une fois, j'ouvre tout grand la porte à qui veut réfléchir à cette question. Encore une fois, si on se compare au parc européen, là, je m'excuse, j'ai toujours parlé de l'Europe, mais oui, il y a beaucoup plus de toilettes et d'infrastructures sanitaires. Mais en même temps, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est très, très fréquent dans les parcs en Europe là, d'avoir des cafés, d'avoir donc les kiosques dont je parlais ou des Biergarten. Puis ça, c'est des gens
qui, bon, des fois, c'est des organismes, mais souvent, c'est des privés, là, mais qui participent, qui sont comme qui créent une offre complémentaire, puis qui permettent d'offrir des services à la population aussi, là. Et c'est un peu ça qu'on dit avec la deuxième couche, c'est que oui, tu as beau investir dans du permanent, mais bon, s'ils investissent en plus de toilettes, la Ville de Montréal, ben, c'est encore plus de coûts d'entretien, coûts de gestion. Et nous, à chaque fois qu'on va dans un lieu, on amène des toilettes, tu sais. C'est sûr c'est souvent, on commence par la toilette bleue, puis on aimerait bien avoir des meilleures toilettes, mais si la ville nous construisait des toilettes, ben nous, on peut les entretenir parce que nous, on est là sur place, tu sais. Donc, il y a une complémentarité à trouver avec des acteurs locaux, là. Ouais, Nick? Oui, je vais juste rajouter rapidement, je pense que c'est un exemple de comment les infrastructures permanentes ou semi-permanentes sont très importantes. Encore une fois, avec le champ des possibles, vous vous souvenez quelques-uns dans la salle, il y avait la place commune, la aire commune, c'est-à-dire à côté du champ des possibles. Et c'était un site où il y avait beaucoup d'événements, beaucoup d'activités en soirée, avec des foules, avec des DJ et tout, et tout, et tout. Et ça posait un problème parce qu'il n'y avait pas assez de toilettes. Et même s'il y avait des toilettes, les gens utilisent le champ des possibles qui est à côté, qui est un champ, un terrain vague, dans un sens, comme toilette ouverte, à ciel ouvert. Hein. Donc, c'est un exemple de comment est-ce qu'il faut s'assurer qu'il y a assez d'équipements. On voit aussi juste le fait que les vidanges débordent un peu souvent dans les parcs. Donc, je pense que c'est une question de monitoring, mais aussi d'avoir des interventions mobiles qui sont capables à soutenir. Donc, on peut penser, par exemple, à des food trucks. Il faut penser à ce que les gens cherchent, mais aussi les services dont les gens ont besoin lorsqu'ils sont en espace public. J'aurais une question, en fait, pour vous trois, mais encore une fois, qui s'inspire de l'histoire. Une question par rapport à la nature démocratique ou pas du tourisme et une question aussi par rapport aux clivages sociaux. Et il y a eu un moment au printemps dernier, au printemps 2020, où on lisait beaucoup dans le journal, mais finalement, il y a eu une démocratisation des vacances parce qu'il n'y a plus de voyage en Toscane pour les riches, il n'y a plus de voyage en Provence, tout le monde reste au Québec, au Canada, tout le monde profite justement des installations locales, des parcs. Et donc, j'essaie d'imaginer l'avenir. Est-ce qu'on va faire face à une situation où, dès que c'est possible, effectivement, les élites, les riches prennent l'avion pour l'Europe ou pour ailleurs et toutes ces installations locales que Nick et Jérôme viennent de décrire vont finalement devenir l'apanage des locaux qui n'ont pas les moyens de voyager. Tu sais, Nicole, dans ton exemple de la Deuxième Guerre mondiale, le rationnement, il y a quelque chose de démocratique dans le rationnement, hein, dans la mesure où tout le monde est soumis aux mêmes règlements. Il n'y a pas plus de pétrole, en principe, du moins, pour les riches que pour les pauvres. Et donc, ces règlements gouvernementaux, étatiques font en sorte que finalement, il y a justement il y a un terrain de jeu qui est peut-être un peu plus égal qu'en temps normal. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'après-pandémie? Est-ce qu'on aura de nouveau ces clivages sociaux en ce qui concerne les voyages ou les loisirs plus généralement? Ben, moi, je crois que oui, hein, ça a toujours été, c'est la nuit des temps, ça va continuer. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir, bon, les destinations de prestige, est-ce qu'elles vont changer justement parce que les gens qui peuvent se permettre des voyages plus chers vont pas vouloir se retrouver avec des foules à Venise, à Paris, etc., vont vouloir trouver des destinations, et elles vont devenir l'apanage des riches parce que si on veut parler son argent, l'être humain étant ce qu'il est, il veut pouvoir prouver qu'il se trouve dans des destinations exclusives et tout ça, mais peut-être que les destinations qu'on nomme, qu'on perçoit comme exclusives maintenant vont être perçues comme oui, bon, ben ça, c'est bon pour le peuple, si on peut dire. Moi, c'est pas vrai que je vais me retrouver dans des foules aveugles à Paris. Merci. On se reparlera de ça. Alors, oui, je crois qu'il va toujours y avoir ces genres de stratification, mais on risque de voir un flip quelque part où, enfin,
il y a un double problème démocratique, on va dire. Nous, on n'en a pas parlé aujourd'hui, là, mais on parle beaucoup de un peu essayer de rebâtir une équité territoriale dans la qualité des espaces publics, parce qu'il y a beaucoup de beaux parcs dans les quartiers plus centraux qui ont été construits il y a 100 ans avec une notion plus paysagère, puis qui démontrent être meilleurs pour créer des lieux de vie sociaux. Tu sais. Si tu vas à Montréal-Nord ou à la Salle Ouest, les parcs sont vraiment plates, puis c'est tous des parcs fonctionnels bâtis sur des préceptes du sport. Tu sais. Donc, tu as le terrain de baseball clôturé, tu as le terrain de soccer clôturé, tu as éventuellement, si tu as de la chance, une piscine clôturée, l'aire de jeu clôturée, puis au milieu de ça, tu as des sentiers. Mais il n'y a aucun attrait à venir là pour d'autres raisons ou juste pour pique-niquer. Et si on regarde, c'est pour ça on travaille beaucoup dans l'est de Montréal, là, puis c'est dans des endroits où les gens ont moins de chalets, ont moins de capacité à sortir de la ville. Puis justement, ils ont encore plus besoin de ces bons parcs-là pour sortir de chez eux, pour sociabiliser puis sortir de leur isolement. Fait que ça, c'est vraiment majeur. Puis si tu dis, Nicole, que bon, ça va toujours exister, mais on a des bons parcs dans les quartiers centraux où il y a des gens qui ont plus de capacité à voyager puis à avoir un chalet. Puis on a des très mauvais parcs dans des quartiers excentrés où les gens sont pognés là. Donc ça, c'est clairement, il faut travailler là-dessus. Là. Moi, je rajouterais rapidement un contrepoids à ça, c'est comment est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'histoire, peut-être pas ici au Québec, mais où on s'est rendu compte lors d'une crise ou lors d'une situation spéciale que les gens moins nantis ont peu d'accès aux périurbains, aux espaces qui sont intéressants comme la forêt, les lacs, la mer, etc. Et comment est-ce qu'on peut investir dans des infrastructures, des équipements qui sont plutôt pour les classes populaires ou pour monsieur, madame, tout le monde, qui inclut, par exemple, le fait que ce n'est pas possible d'aller à Mont-Saint-Hilaire se balader sans avoir une voiture. Il n'y a pas moyen d'aller, à moins d'y aller avec une voiture. L'accès à une voiture, c'est moins problématique en ce moment que dans le passé, mais ça existe toujours. C'est plutôt le fait que si on n'est pas très bien nanti, c'est très difficile d'aller vivre et juste faire même juste une journée à la campagne comme on fait. Et c'est intéressant. Et donc, j'aurais une question peut-être pour Nicole. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut retirer? Parce que dans le passé, on a plutôt investi dans les équipements urbains dont Jérôme parle, mais comme par exemple des espaces de détente, de loisirs pour tout le monde, c'est-à-dire des piscines publiques, etc., après des crises, que c'était des crises économiques ou après des crises sociales, etc. Et est-ce qu'il y a, par exemple, quelque chose qu'on peut apprendre? Par exemple, en Suède, au début du 20e siècle, l'État a beaucoup investi dans l'accès aux périurbains, à la fois pour encourager la santé, le bien-être et la répartition des richesses. C'était donc un premier geste de l'État-providence, mais c'est aussi un geste pour s'assurer que les ouvriers, les travailleurs ne restent pas en ville et deviennent sous. Donc, il y avait vraiment une initiative début 20e siècle, créer des petites cabines de sport à la campagne et donner un accès aux ménages moins nantis pour qu'ils s'épanouissent un peu dans la forêt. Ils font du sport plutôt que de rester en ville, aller aux tavernes. Et évidemment, c'est toute l'affaire s'ils restent en ville, ils vont aux tavernes, ils vont faire des projets pour des révolutions et tout. Donc, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de l'histoire, que ce soit près ou loin, à savoir l'avenir et l'amélioration de l'équité? Ben, c'est sûr que dans les années, surtout dans les années 60, il y a eu ils appelaient ça le tourisme social, une volonté de démocratiser. Et c'est à ce moment-là où l'État québécois a beaucoup investi d'argent dans les terrains de camping, justement, avec aussi tout le phénomène des motels, etc., de développer les infrastructures pour permettre ce genre de villégiature-là. Et l'intention était de démocratiser. Et puis, c'est extraordinaire le nombre de terrains de camping qui ont été construits. Je veux dire, c'est assez remarquable. Alors, je verrais là un genre de parallèle. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue, c'est dès qu'on se met à se dire que les touristes vont pas seulement être à la recherche vont avoir leur santé, leur survie, leur bien-être physique en tête quand ils vont planifier des activités.
Ça, c'est pas ce qui s'est passé dans les années 60. C'était pas est-ce que je suis en danger en allant à tel et tel endroit. Et je me demande, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les gens vont en revenir et puis on va revenir un peu avec des attitudes un peu moins craintives. Ou est-ce que ça va rester? Ça va faire partie de nos calculs. Moi, quand je planifie mon voyage, je m'assure d'aller là parce que je sais que c'est sécuritaire. Et ça, bon, ma boule de cristal est dans la machine à laver. Là, je ne l'ai pas à côté, donc je ne sais pas, mais... Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on réagit encore à ça? Ah, allez-y, bien sûr. OK. Mon Dieu. Non, mais c'est vrai, moi je veux dire, je n'irai pas demain me pitcher à Amsterdam dans les rues centrales et tout, mais effectivement, j'irai peut-être chercher les plus petits quartiers. Bon, mais c'est sûr que aussi, je pense que ma génération, on est plus intéressé aussi à essayer de trouver une forme de tourisme authentique, là. Vivre comme des locaux. Donc, tu sais, je vais essayer de trouver un endroit où loger dans un quartier plus excentré, et puis éventuellement juste me satisfaire d'une petite placette avec la vie des locaux. Puis essayer aussi même avec de ne pas contribuer à cet effet de tourisme de masse, là, puis plutôt contribuer à une petite vie de quartier ou un petit village. Là. Donc ça c'est clair qu'à la fois, je pense, ça va être exacerbé par oui, je pense qu'on veut revoyager, on veut pas, on veut reprendre une vie normale, mais c'est vrai qu'on va être un petit peu plus agoraphobe qu'avant, là, ça c'est pas mal certain. Même s'il y en a qui vont vouloir faire le party, puis en tout cas, mais moi, c'est sûr que je partage ton point de vue là-dessus. Puis en même temps, ça va aussi avec une volonté de tourisme d'être un peu moins dans la masse, puis plus dans l'expérience locale, et ce qui rejoint aussi l'écotourisme d'une certaine manière, là, d'être plus éco-friendly, social-friendly, etc. Puis, un des trucs là, qu'on n'a pas dit, mais moi, j'étais fasciné là où j'habite, là, dans NDG. Là, il y avait un motel, là où il y a un parc maintenant, là, il y avait un motel avec des cabines. C'était la campagne. Tu pouvais... je pense à l'époque, il y avait des tramways. Fait que tu prenais le tramway, puis tu arrivais, puis hop, tu avais la campagne, tu étais au bord de la falaise. À Verdun, il y avait la même chose, tu étais au bord du fleuve. Waouh! Ça, c'est exceptionnel. Là. Puis, tu sais, ma génération qui aura plus de mal aussi à avoir accès à des chalets, qui aura plus de mal à avoir accès à des bords de l'eau. On peut tous créer des bords de l'eau collectifs, tu sais. C'est un peu ça que je rechercherais. Puis tu sais, moi, je ne suis pas pressé à voyager dans d'autres pays, mais j'ai vraiment adoré que tout le monde soit au même diapason de découvrir le Québec l'été passé. Puis je me dis, si on peut avoir toutes des générations qui se disent, hey, avant de découvrir le monde, je connais mon Québec, tu sais, ça peut être vraiment bon pour la richesse personnelle, puis ça peut être vraiment bon pour l'économie aussi de la province. Et ça peut nous offrir plus d'options, parce qu'à un moment donné, si on manque d'options touristiques, c'est parce que le premier réflexe qu'on a nous-mêmes en tant qu'usagers, c'est de partir du Québec. Donc, j'espère qu'on va bâtir plus d'options touristiques, plus de proximité, plus de cabines comme dans le tourisme social. C'est intéressant, je ne connaissais pas, mais j'ai vu des images, c'est fascinant. Fait que, ouais. Alors, il ne nous reste que quelques minutes. Je ne sais pas si vous voulez, Nicole, Jérôme, Nick, faire une dernière remarque de manière générale. Il n'y a plus de questions dans le chat, donc je vous laisse peut-être à chacun un 30 secondes pour clore. Moi, je vais aller très rapidement pour remercier Magda et Daniel et Nicole et Jérôme, mais pour dire aussi que j'ai une petite gang de Research Assistants qui travaillent pour moi cet été. Et une des choses qu'on va faire, c'est justement faire une étude empirique, un questionnaire en ligne et des entrevues avec des gens qui portent sur ce genre de questions. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Comment est-ce que vos comportements ont changé depuis la pandémie? Comment est-ce que vous pensez que ça va changer à l'avenir? Donc, il va y avoir des résultats que je partagerai avec plaisir, mais c'est super important, intéressant d'avoir eu les perspectives de Nicole et de Jérôme à cet égard, parce qu'on est en voie de développement des questions, etc. Donc, ça reste à voir qu'est-ce que va être le tourisme prochainement. Et moi, c'est pour dire en fait que
présentement, en ce moment, les touristes potentiels sont confrontés à des messages vraiment contradictoires. Alors, j'ai une citation du ministre de la sécurité en public safety en Colombie-Britannique qui dit « Stay away, we don't want you right now ». Ensuite, en Nouvelle-Écosse, leur campagne publicitaire, c'est « Come to discover Nova Scotia ». Alors, c'est vraiment, le public va être tiraillé parce que nos leaders savent plus trop où se brancher côté tourisme en ce moment. Dernier 30 secondes, non, juste dire, je te connaissais. Enfin, je t'avais jamais rencontré, Daniel, ou Magda, mais je trouve ça vraiment extrêmement intéressant, les discussions, là. Je pense que dans un contexte réel, on aurait continué ça dans les corridors, là, parce qu'il y a vraiment des enjeux intéressants. Puis, tu sais, nous, à la base, on fait pas du tourisme, mais on voit qu'en même temps, on peut s'insérer dans le développement touristique. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment là, du tourisme, c'est comment il peut être bon pour l'écosystème local, puis en même temps offrir plus d'options. J'ai beaucoup aimé l'idée du tourisme social, là, plus d'options et d'accès équitable à des lieux de qualité, le périurbanique, des paysages, comment on peut y accéder, puis en même temps, pas juste se balader 1 heure, mais ils vivent une expérience touristique locale. Tu sais. Fait que ça m'a beaucoup stimulé comme discussion, puis il y a des bonnes questions aussi avec lesquelles je reparle. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à Nicole, merci beaucoup à Jérôme. Comme c'est la fin de notre dernier épisode, en quelque sorte, de ce cycle de webinaire, je tiens d'abord à remercier Magda. Ça a été une expérience fort enrichissante pour moi de pouvoir apprendre à se connaître à travers notre co-animation de ce webinaire. J'ai bien hâte qu'on puisse échanger, espérons-le dans pas trop longtemps, en chair et en os. Je voudrais également remercier l'équipe du CRIEM. Magda et moi, nous nous pointons 15 minutes avant les séances pour poser des questions et animer les choses, mais le vrai travail est effectué par la super équipe du CRIEM, Caroline Arsenault, Elissa Kayal et Ophélie Proux-Giraldo. Donc, merci à vous trois. Merci à Nick en tant que directeur intérimaire du CRIEM qui nous a laissé lancer cette expérience qui, je crois, a été un beau succès. Et qui sait, peut-être que même quand la pandémie sera terminée, nous trouverons d'autres sujets sur lesquels nous pourrons continuer à nous livrer à ce genre d'exercice. Merci aux gens qui sont encore là pour votre présence et votre assiduité. Et alors à tout le monde, passez un très bel été et espérons qu'il restera aussi clément qu'il semble être aujourd'hui.